So thank you so much today for having me to have such honor for this interview. We know that next year we're going to have the China-French anniversary for our diplomatic relationship. So before we start the interview, just give you a little bit introduction of myself. I graduated from Sciences Po in 2017, Master of Public Affairs. So then I joined the United Nations for work, and then now I'm very happy to work in renewable energy. So as I know you are the experts in renewable as well, so I would love to take this opportunity to discuss your professional experiences, how you view China-French nuclear renewable energy in particular. So the first question before we start, I would love to see, could you tell us more about your life, your student life in Sciences Po back years ago? Long time ago. C'était en 1971. Oh là là, ouais. Bon. Ça fait Vous longtemps. n'étiez pas né. Non, je crois pas. Et en fait, moi j'ai fait l'école polytechnique et j'ai fait Sciences Po en même temps que l'école des ponts et chaussées. Et donc je travaillais beaucoup à la fois à l'école des ponts et chaussées qui était rue des Saints-Pères et à Sciences Po rue Saint-Guillaume. Et donc j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai pas eu une activité, j'étais pas extrêmement présent à l'école et j'ai pas eu beaucoup de relations à l'intérieur de l'école, d'autant plus que ayant été diplômé de l'école polytechnique, je suis rentré directement en deuxième année, mais je suis rentré en affaires publiques et donc j'ai passé 2 ans à Sciences Po en affaires publiques. Et moi aussi j'ai fait des affaires publiques à Sciences Po. C'est toujours Sciences Po Saint-Guillaume. Bien sûr. La même rue. La même rue. So what do you like about the lecturers, professors? For me, back in 2015 and 17, we have the course for problematique. We were trained to understand, if you talk about the topic, you have to understand why the intention and you try to develop a theory on that. Vous savez, pour moi, ce qui était très important, c'est le changement radical de vision et de méthode entre l'école polytechnique, qui est une école d'ingénieurs, scientifiques, dans laquelle on fait essentiellement des mathématiques et des sciences dites dures, et puis arriver à Sciences Po où c'était exactement, pas l'inverse, parce que le droit c'est quand même une matière qui exige beaucoup de rigueur, mais enfin c'est beaucoup de réflexion, de travaux en bibliothèque, de construction, de dissertation, etc. Ce qui a été pour moi un changement complet d'approche des choses et de vision du monde. D'accord. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'étudiants chinois aux Asiatiques? Je n'ai pas le souvenir qu'il y ait beaucoup d'étudiants chinois à cette époque-là. C'était 1971, c'est pleine révolution culturelle en Chine. Ouais. Donc il n'y avait pas beaucoup d'étudiants chinois en France. I guess so. So you see how now Sciences Po becomes a very international school. Yes. We have a lot of Chinese students coming here for master degrees, for doctor degrees, sometimes even for a program exchange. Great. Let's move on to understand a little bit after your graduation. You joined EDF. So tell us more about your. Not directly. Yeah, like. J'ai commencé par rentrer dans l'administration des ponts et chaussées. Et je suis parti en Afrique où j'ai passé 5 ans dans la planification urbaine en Côte d'Ivoire. Et ensuite, je suis rentré en France où j'ai passé 5 ans dans les ponts et chaussées, à construire des routes et des ponts en Bretagne. Et ensuite, je suis rentré à EDF. Et très rapidement, donc à EDF, j'ai été nommé sur une centrale nucléaire en construction, à Paluel. Et très rapidement, je suis parti en Chine sur le projet de la construction de la centrale nucléaire de Daya Bay. Daya Bay, ça veut dire c'est en 1984, je pense que. That was at the time when China-France celebrated 20 years of the anniversary of the diplomatic relationship. That was still a young relationship with these two countries, but it's a big project in Daya Bay. I know you play a very important role. So in this particular case, tell us more about that. Le projet de construction de Daya Bay est un projet à tous égards incroyablement symbolique. D'abord, c'est la réunion de la pensée de 2 très grands hommes, le président Deng Xiaoping et
Lord Kadoorie, qui était une sorte de tycoon hongkongais, qui était le président d'une société qui s'appelait China Light and Power. Et ils se sont mis d'accord pour construire en Chine une centrale nucléaire qui permettrait d'alimenter Hong Kong en électricité. Et donc, ils ont créé une joint venture entre Hong Kong, entre CLP, China Light and Power, et la province du Guangdong, dans la perspective de la réunion, je veux dire, 15 ans avant de la réunion de Hong Kong avec la Chine. Et donc, ce projet était construit en Chine, évidemment avec de l'argent étranger, qui a été remboursé parce que l'électricité est vendue à Hong Kong, et donc c'est les dollars Hong Kong qui ont permis de rembourser les emprunts. Et donc, Hong Kong recevait 75% de l'électricité, qui a permis de rembourser les emprunts, et la province du Guangdong 25%. Et donc, ça c'est le premier aspect du côté assez génial de ce projet, qui est un projet de rapprochement, et donc en ce sens-là, très visionnaire. Et puis la deuxième chose, c'est que la Chine est venue chercher la France, compte tenu du succès et compte tenu des relations diplomatiques à l'époque, pour être le responsable de la construction de cette centrale nucléaire. Et je voudrais insister là-dessus parce que c'est l'occasion d'un triple acte de confiance mutuelle. La Chine confie à la France, en l'occurrence à EDF, la responsabilité de la construction de ce projet. Et EDF accepte cette responsabilité en garantissant qu'on allait réussir et que la centrale allait être construite. Et donc il y a un engagement d'EDF sur le fait que EDF est engagé à réussir ce projet dans des conditions. 1984 en Chine, c'est quand même un pari quand même très... je ne pense pas qu'aujourd'hui on le ferait encore. Non. Et dans des conditions juridiques, dans un contrat dans lequel EDF accepte cette responsabilité, en prenant la responsabilité technique, donc j'ai été nommé Technical Manager, donc responsable technique du projet, sous la responsabilité d'EDF et en même temps sous la responsabilité de l'entreprise CGNPC, qui était l'entreprise chinoise. Et donc, pour moi, cet acte de confiance fondateur, c'est celui qui a présidé à toutes les relations ensuite entre EDF et la Chine, entre la France et la Chine, dans le domaine nucléaire. Mais très rapidement, il y a eu un deuxième élément qui a fondamentalement construit cette confiance et cette amitié, c'est que quand le projet a été mis en place, nous, on avait une petite équipe d'ingénieurs en Chine, et la partie chinoise avait mis en place une équipe d'ingénierie de 150 ou 200 ingénieurs, dont on se demandait vraiment pourquoi. En fait, on a compris très vite que c'était pour normalement essayer de comprendre comment ça se passait pour ensuite pouvoir le faire. Donc c'était une forme de transfert non pas de technologie, parce que la construction de centrale c'est pas une technologie, c'est un savoir-faire. Mais très rapide. Et la directrice de cette entité d'ingénierie, Madame Li Weiyin, a très rapidement est venue me voir en me disant: écoute, c'est pas la peine d'avoir deux équipes qui se regardent et qui posent des questions l'une à l'autre, et l'autre il faut répondre, etc. On va intégrer les deux équipes, et on a fait une seule équipe, la fameuse équipe intégrée franco-chinoise, et dans laquelle les ingénieurs chinois sont rentrés dans les équipes avec les ingénieurs français. Ça a changé radicalement l'atmosphère. Et puis je veux dire aussi que Madame Li Weiyin, on est arrivé, la construction a commencé en 1986, parce que 84, 85 et début de 86, c'est encore des négociations. La construction a commencé en 86, les premiers bétons en 87. Donc la première équipe qui est arrivée en 86, et au Nouvel An chinois de 1987, Madame Li Weiyin, au lieu d'aller passer
le Nouvel An chinois avec sa famille, sa fille et son petit-fils, nous a emmenés, nous, les petits Français, à Xi'an, dans le berceau de la culture chinoise, pour nous accompagner dans la compréhension début de compréhension de culture chinoise. Et donc ça aussi, ça a créé une forme une relation qui ne s'est pas départie ensuite pendant 30 ans de confiance. Ça veut dire c'est la première expérience très très vraie en Chine. Depuis 2019, c'est 1984 jusqu'à 1986 ou 87. So after the project, what's your view on China-France relationship for this nuclear project later on as the role of EDF? EDF a été très rapidement, comment dirais-je, le partenaire. Parce que pendant le projet, il y a eu évidemment des difficultés. Et à chaque fois, l'enjeu d'EDF, qui était pourtant un fournisseur, a été d'accompagner l'équipe chinoise dans la réussite du projet. Et par exemple, au bout de quelques années, nous faisions en France la visite décennale, c'est-à-dire la révision de la centrale de référence de Dayabek, la centrale de Gravelines. Et comme on avait un très gros retour d'expérience d'exploitation de notre parc nucléaire, on a introduit à Gravelines une centaine de modifications pour améliorer à la fois la sûreté, l'efficacité, le fonctionnement. Et ces 100 modifications, qui n'étaient pas dues au titre du contrat, on les a proposées aux Chinois qui ont compris que EDF travaillait pour le succès du projet et pour le succès de la Chine dans le nucléaire. Donc très rapidement ensuite, la Chine a confié à EDF un certain nombre de projets dans le domaine d'hydraulique, dans le domaine des réseaux, dans le domaine de la distribution, dans le domaine thermique, et on a participé au seul Build Operate Transfer, BOT, qui n'a jamais été fait en Chine, à Laibin, dans le Guangxi. Et donc, EDF a accompagné la Chine dans la construction de son programme thermique également, et dans le Shandong. Au Shandong, on a été dans une joint venture avec le gouvernement du Shandong pour de 3000 MW dans le charbon. Et puis, on a très rapidement, la Chine a décidé de reconstruire une deuxième centrale type Dayabei, juste à côté, à Lingao. Et là, au lieu de demander à EDF de prendre la responsabilité, elle a demandé à EDF d'accompagner la Chine qui a pris la responsabilité de la construction. Et ça aussi, c'est un grand acte de confiance parce que EDF n'était plus en position de décision, simplement en position de advisor, conseil. Et on a fait tout ce qu'on pouvait, et les Chinois ont montré leur capacité. Et donc, dès Lingao est une centrale, j'allais dire 100% chinoise, même s'il y a des fournitures qui viennent de l'étranger, même si elle a été assistée. Et ensuite, le programme nucléaire a été plus ou moins arrêté par Zhurongji, et il n'a repris qu'à l'arrivée, vraiment, il y a eu des centrales, il y a eu de VVER, il y a eu de Candu, mais il a vraiment repris à l'arrivée de Rujinta et Wandiaba, et donc au début des années 2000. Et là, EDF a eu un rôle considérable, puisque le modèle, j'ai écrit une note qui a servi un peu de référence sur l'organisation de l'ingénierie et de la construction des centrales nucléaires sur le modèle français, dans lequel l'exploitant doit être le concepteur et le constructeur de ces centrales. C'est ce qui s'est fait en Chine. C'est-à-dire que la Chine et la France qui est vraiment ce modèle. Et je pense que c'est de très loin le modèle le plus efficace. Alors, au point que, en 2006,
le DRC, Design Research Center, qui est en fait un think tank de la NDRC, a fait un rapport qui a été sur EDF. Et ce rapport, qui a été diffusé en français et en anglais, en chinois uniquement, qui a été diffusé au comité central du parti, donc numéroté, l'exemplaire de M. Rujinta, l'exemplaire de M. Wadiaba, dans laquelle le DRC explique que EDF est le modèle de l'entreprise publique pour la Chine. Non, évidemment pour les entreprises dans le domaine de l'énergie, mais comme entreprise à la fois de service public, entreprise industrielle, entreprise internationale et entreprise qui venait de réussir son IPO. Et donc EDF est ressenti, en plus d'avoir été un partenaire dans tout le domaine de l'énergie, est ressenti comme non seulement un partenaire, mais en plus un modèle. Et la coopération, elle va continuer encore plus, puisque après 2006, à partir de 2004, on lance, le président Rujinta lance ce qu'on appelle la duplication, et donc on engage des centrales du type de Daya Bay en grand nombre en Chine, en attendant le résultat de l'appel d'offres qui est lancé. Et ensuite, en 2007, EDF est invité à investir dans le projet de Taishan. Et en 2015, l'apothéose de la coopération et de la confiance, c'est le rapport qui a été écrit sur une déclaration intergouvernementale sur la coopération entre EDF, entre la France et la Chine dans le domaine du nucléaire. Ce rapport qui fait cette déclaration commune, donc qui a été émise par les deux premiers ministres de l'époque, en 2015, à l'occasion du voyage du Premier ministre Li Keqiang en France en juin 2015, prévoit une coopération allant de la mine au retraitement, en passant par la coopération dans les entreprises, la coopération dans la construction, la coopération dans la conception des nouveaux réacteurs. So it's like the milestone as a mutual agreement between France and China in the collaborations for nuclear energy sectors. Yes. And then in this particular case, EDF has played a very important role, as wrote it as in the reports, and you are playing as well very important role, helping each other to understand better and transforming nuclear knowledge, especially when you say for the first project, second project, you are injecting technology insights into Chinese practice. And for the second project, you became also the team becomes the advisor for the Chinese engineer to take care their own for the second project. So there's an evolution here in China, and we see there's a great progress for China-French relationship in nuclear sector. As you know that from 2022 to 29, you came back to China again, but you're taking a role not only for China but for Asia Pacific. Do you see any big change in this particular role in the Asia Pacific view, how China's energy landscape changed? La Chine, au début des années 2000, je dirais, le monde n'a pas encore conscience de l'existence de la Chine. À partir de 2000, et pourtant la Chine, entre 80 et 2000, la Chine a eu une croissance entre 10 et 15% par an. Mais ça ne se voyait pas encore parce qu'elle est partie évidemment de très très bas. À partir de 2000, à partir de l'arrivée de Rujinta, ça commence à se voir, ça commence à peser sur l'équilibre mondial des matières premières, etc. Et là, tout d'un coup, on prend conscience que la Chine est un grand acteur. Je rappelle qu'à cette époque-là, pendant toutes ces années-là, autour de ces années 2005, 2000, la Chine construisait par an l'équivalent de la capacité de production de la France, totale. Et ça pendant 10 ans. Et continue d'ailleurs aujourd'hui. C'est-à-dire la Chine construit à peu près 100 gigawatts de ce qui est la capacité installée en France. Mais je dirais, elle construisait à peu près par an, peut-être que j'exagère là, mais le nombre de kilomètres d'autoroutes qui existent en France
En tout cas, ce que je sais, c'est qu'elle construisait par an des kilomètres de réseau, la totalité de l'équivalent de ce qu'il y a comme réseau en France, etc. Donc ces années 2005-2015 ont été des années d'un développement absolument incroyable de la Chine et qui a évidemment, qui s'est répercuté sur l'ensemble du monde. Pas seulement en Asie du Sud-Est, évidemment en Asie du Sud-Est, mais pas seulement en Asie du Sud-Est. So talking about history now, what we are looking forward is future. So we are saying we are at a very critical moment for China and France and for Europe as a whole to discuss the future energy collaboration. Right now, because COP28 just finished in Dubai and people are talking about renewable target. They want to triple the renewable target by 2030. 180 countries signed the pledge. So I would love to see how you view the future landscape, how the nuclear energy will play a unique role in both China, France, and also the global landscape for energy transition. Évidemment, l'enjeu, c'est d'avoir une énergie avec le plus d'électricité possible et une électricité la plus propre possible. Et donc une électricité produite avec des moyens décarbonés. C'est un enjeu. Et donc, il y a quoi comme moyen décarboné pour produire de l'électricité aujourd'hui? Il y en a 3. Il y a l'hydraulique, le nucléaire et les énergies renouvelables. L'hydraulique, la Chine, il y en a beaucoup. En France aussi, il y en a beaucoup, relativement. Et c'est évidemment une formidable manière de produire de l'électricité parce que c'est pilotable et ça permet très très rapidement de produire beaucoup d'électricité. Le renouvelable, le problème du renouvelable, c'est que c'est intermittent et aléatoire. Et donc, il se trouve que l'électricité n'étant pas stockable, l'électricité, il faut la produire quand elle est consommée. Et non pas la consommer quand elle est produite. Et donc, il y a un énorme problème qui est lié aux énergies renouvelables, c'est leur intermittence et leur côté aléatoire. Et donc, ça complique énormément la gestion des réseaux. Ça ne peut pas prendre une part trop importante parce que sinon ça déstabilise les réseaux. Et puis, il y a des moments quand il y a beaucoup de vent et beaucoup de soleil, il y a trop d'électricité, on ne sait pas quoi en faire. Et quand il n'y a pas de vent et pas de soleil, ce qui arrive quand même assez souvent, eh ben, il n'y a pas d'électricité. Et donc, elle ne peut prendre qu'une part réduite dans la production à condition de bien savoir la gérer. Et donc, il reste la manière la plus propre, parce que c'est effectivement la plus propre. Par kilowattheure produit, le nucléaire produit moins de CO2 que l'éolien et encore moins que le solaire. La manière la plus propre, pilotable et de long terme de produire de l'électricité, c'est évidemment le nucléaire. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, après une sorte, en tout cas en Europe, un peu poussée par l'Allemagne, de réticence vis-à-vis du nucléaire, il y a l'ensemble de l'Europe réalise que sans le nucléaire, on ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver et le nucléaire, jusqu'à maintenant d'ailleurs, c'est aussi du point de vue de la dangerosité, la manière de produire l'électricité, de très très loin la plus sûre. Et donc, oui, il y a eu des accidents, il y en a eu 3 dans l'histoire, dont un qui a fait effectivement pas mal de dégâts. Sinon, le nucléaire n'a pas fait beaucoup de morts, et même relativement, c'est l'énergie qui en a fait de très très loin le moins, et en tout cas moins que le charbon à cause des mines et à cause de la pollution. Bon, maintenant, je dis, moi je ne suis pas, comment dirais-je, bon, je comprends que évidemment les enjeux du changement climatique conduisent à avoir une ambition de réduction quasi totale de l'utilisation des fossiles. Moi, je pense, mais n'empêche qu'aujourd'hui, on voit l'Allemagne rouvrir des centrales à charbon.
et si elle avait toujours le gaz russe, elle brûlerait énormément de gaz. Bon. Et donc, je ne sais pas comment elle va faire d'ici 2050, parce que comme elle n'a pas de centrale nucléaire, elle a beau avoir énormément de renouvelables, quand il n'y a pas de vent, ça ne lui sert à rien. Et donc, moi, je dis, le gaz, le nucléaire, plus du nucléaire, de l'hydraulique et une partie de gaz, ça va rester, à mon avis, nécessaire. Alors, on peut espérer que ce sera du gaz vert, du gaz propre, mais même si c'est du gaz naturel. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, la Chine a plus de 2000 gigawatts installés. Il y a 60% d'usines à charbon, donc de centrales à charbon. Ces centrales à charbon sont les plus propres du monde. C'est elles qui ont la plus grande efficacité. C'est donc elles qui, au kilowattheure, produisent le moins de CO2 par kilowattheure produit. Et ces centrales-là, je dirais, aujourd'hui, la Chine a pris l'engagement de ne pas en exporter. Alors du coup, qu'est-ce que font les Philippines et les Vietnamiens? Ils construisent des centrales avec leur technologie qui est beaucoup moins propre. Bon, donc je dis, il y a une sorte d'idéologie qu'on applique au motif qu'il faut supprimer le charbon. Et aujourd'hui, on ferait bien, en même temps qu'on étudie la façon d'améliorer les réseaux, etc., étudier les méthodes pour rendre le charbon encore plus efficace. Il y a des méthodes pour augmenter le rendement des centrales à charbon en chauffant davantage et en utilisant plutôt du gaz comme refroidissant. Et donc, moi je pense et on pourrait très bien imaginer arriver à des centrales à charbon qui ne produisent pas plus de CO2 que le gaz. Donc, tous les moyens sont nécessaires et il ne faut pas jeter de condamnation sur certains moyens plutôt que d'autres. Oui, d'accord, il faut réduire au maximum, le plus possible, les fossiles, mais d'une façon à la fois progressive et intelligente, parce que à force de vouloir aller trop vite, on n'obtiendra pas les résultats et on n'aura pas fait les progrès techniques qui sont nécessaires. Alors maintenant, le renouvelable, c'est pas une théorie anti-renouvelable. Il y a des pays comme le Sénégal où le vent souffle d'une façon continue du 1er octobre au 1er avril, force 6 de nord-est, évidemment, et sans s'arrêter. Évidemment, l'éolien là est particulièrement efficace. Et puis, c'est sûr que dans les pays, certains pays d'Afrique, du Moyen-Orient ou d'Arabie, le solaire, parce que le stockage immédiat, le stockage au rythme de la journée, ça devient accessible. Et donc, le solaire a sa place dans les pays qui sont très ensoleillés. I see, for example, I understand your view of this energy landscape. For Europe, there is Net Zero Act. For China, we have 2030 and 2060. Those are the energy strategy for different countries and for different regions. Do you see, in your point of view, a mutually beneficial energy strategy for the mankind? Ça me paraît évident que la question du climat est une question globale. Et donc, ça ne sert à rien que la France réduise de 10% ou de 20% ses émissions quand elle est responsable de 0,9% des émissions mondiales, si tel pays qui représente 20% ou 30% ne réduit pas ses émissions. Et donc, je veux dire, aujourd'hui, la coopération, l'argent qu'on dépense à essayer de réduire ça va faire 1 pour 1000
en France, est-ce qu'il ne serait pas mieux utilisé pour aider l'Afrique à utiliser des moyens pour développer leur énergie d'une façon plus efficace? Donc, cette gouvernance globale, elle n'existe pas. Et je n'ai pas le sentiment qu'à part des déclarations, la COP28 ait fait rentrer, ou que la COP en général ait fait rentrer dans une gouvernance globale sur la question du climat. Malheureusement. Donc on dit qu'on va payer, beaucoup de milliards pour aider l'Afrique à se développer. Pour le moment, ça fait 10 ans qu'on le dit et on n'a pas encore commencé à payer. Et donc, moi je pense que là aussi, il faut être réaliste. Il faut essayer de construire volontairement entre pays coopérants comme la France et la Chine un début de gouvernance globale, et puis surtout échanger les bonnes pratiques dans le domaine, parce qu'il y a beaucoup de bonnes pratiques, il y a beaucoup de moyens. Évidemment, c'est pas à chaque fois gigantesque, mais il y a beaucoup de moyens d'économiser de l'énergie et d'économiser du CO2. That's brilliant. If I may just summarize, I think you are saying it is true for international community to form the understanding of mankind's energy or climate strategy. However, it's more important for different countries, especially for China and France in this particular case, to come up with the mutual best practice. In this case, in your experience, that's in EDF position to help China grow and develop our nuclear power plants. That same practice can be taken a reference, positive reference for other countries before all the people started to move together. So I would love to say that it was really nice to have a talk with you, understand like a couple of years ago about your experiences in in energy as well in your life, professional life. For me, I think for young people who would love to come to France for study or who would love to work in energy sector, will think it's going to be a very beneficial and very valuable talk. Thank you so much today for joining the call. That's very nice. That's very nice for us. It's our pleasure. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie, ça me fait très plaisir de vous rencontrer. Merci.